Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui, on reçoit Raphaël Paillot, le Panache. Et oui, le Panache, c'est une chaîne politique qui fait des émissions régulièrement, principalement en direct. J'ai eu l'honneur d'être l'invité d'une des émissions. Il y a évidemment le lien de la chaîne YouTube dans la description. Et aujourd'hui, on reçoit le gérant de cette chaîne, Panache. Bonjour Raphaël Paillot. Tout d'abord, comment allez-vous? Bonjour Alexandre, ça va bien et effectivement, vous étiez passé et ça avait beaucoup plu et surtout, j'avais un public qui initialement était très sceptique envers le Parti de la France et qui ont trouvé, l'entretien très intéressant, très plaisant et Hmm. notamment, vous, très pertinent donc n'hésitez pas, à aller voir cet entretien si le public du Parti de la France. Mais tout à fait, tout à fait. Je pense que vous allez aimer cette chaîne parce qu'il y a des thèmes, voilà, il y a des thèmes divers de la droite nationale qui sont abordés régulièrement. On a reçu récemment, on a reçu Tom Bombadil qui fait lui aussi des émissions sur YouTube. Prochainement, j'aimerais tourner avec VV. Enfin, vous voyez que le Parti de la France est de plus en plus en lien avec les YouTubeurs. Et c'est important aussi parce que c'est une nouvelle manière, je pense, de communiquer sur nos idées. Et justement, Raphaël Paillot, j'aurais aimé savoir, est-ce que vous pourriez nous raconter comment Panache a vu le jour sur YouTube? Quelle est son histoire? Quel est son background? Ah, quel est le lord de panache? Alors bon, c'est à la base, ça commence par un hasard où c'est, quelqu'un sur Twitter qui remarque ce que je fais, qui trouve ça intéressant et qui me propose d'intervenir sur sa chaîne à lui. Heu, je prends l'opportunité, je joue le jeu, j'y vais. Quelques mois après, il me propose de m'engager davantage, d'avoir ma propre émission sur sa chaîne et c'est ce que je fais. Encore une fois, je joue le jeu. Donc, on a fait ça de septembre à janvier où, pour cette émission, j'ai recruté Boris, que vous retrouvez régulièrement avec moi sur la chaîne Panache, qui est mon collègue, mon binôme et qui est très bon, qui est vraiment excellent. On a fait ça pendant 5 mois de septembre à janvier, puis ensuite, fin janvier, on s'est séparés, il a continué son projet de son côté et du coup, moi, j'ai repris le concept de l'émission en créant une nouvelle chaîne, donc Panache. Donc le temps de mettre en place et tout le reste, on a repris, fin février et depuis, on enchaîne et voilà comment on a commencé. Sur un hasard, sur une opportunité où je me suis dit: «Ça fait des années en privé que je critique les médias alternatifs parce que je n'aime pas ce que j'y vois et maintenant qu'on me propose de le faire, je peux pas ne pas y aller, je peux pas ne pas essayer». Et comme on a un petit public, que ça a pris et cetera, j'ai continué. Ah, très bien, très bien. Oui, Boris, effectivement, qui est pour le lore, qui est souvent un débardeur. Donc, je sais que je sais qu'il y a souvent des blagues autour de ça. Oui, une Parce que fois, je il était suis en les émissions. débardeur et ça avait fait particulièrement réagir, ouais, ouais. Heu, après oui, effectivement, dans le sud de la France, quand il fait chaud en pleine canicule, le débardeur, c'est un peu approprié, tu vois? C'est Moi, clair. je mets des t-shirts, j'aime mettre des débardeurs, bon et du coup, j'ai la marque de bronzage de quand je travaille, parce que je travaille en extérieur. Du coup, j'ai la marque et ça, c'est l'enfer parce que si on pense pas à enlever le t-shirt au printemps, après quand on arrive l'été et qu'il y a la marque, là, c'est trop tard pour enlever le t-shirt, sinon on se prend les coups de soleil, Ouais, des c'est coups clair. de soleil dont on regrette, l'existence donc voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je me Le rends compte d'ailleurs débardeur, je supporte pas. on est en plein été, hein, pour la mise en contexte, on tourne le 31 juillet, donc là, vous voyez la vidéo sûrement mi-août. Je suis blanc comme un vampire, c'est pas bon signe, mais après, c'est surtout l'éclairage qui fait ça, je vous rassure. Ah, Je vous rassure, évidemment, évidemment. Oui, non, l'histoire du bardeur, c'est pour montrer aussi que je suis un auditeur actif et régulier de cette chaîne, et c'est pour ça que je vous la conseille vivement, c'est parce que moi-même je la consomme. Et je vois souvent aussi Marc de Kerguelen aussi qui intervient régulièrement. oui, alors Marc de Kerguelen, on est en train de travailler sur un projet avec lui justement, on est en train de faire une grosse série de l'histoire de l'identité française. Marc, c'est quelqu'un qui est très calé, en histoire, vraiment. Et donc on fait l'histoire de l'identité française avec Boris qui lui aussi, s'y connaît bien en histoire. Moi qui m'y connais beaucoup moins que les 2, mais qui apporte une touche plus, philosophique et scientifique au débat. Mhm. Et au début, pour l'anecdote, on voulait faire ça en un épisode et en fait, en un épisode, on était arrivé uniquement, on était arrivé juste au je crois au XVIIIe siècle, à la fin du Ok. premier épisode. Donc on s'est dit: «Il en faut un deuxième. Et finalement, le deuxième, on est revenu sur les guerres de religion et on est arrivé au début du 19e. Il va falloir qu'on en fasse un troisième. Et du coup, vu comment c'est parti, ça m'étonnerait pas qu'il en fasse un quatrième pour l'histoire de l'identité française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.
Donc on est en train de faire cette grosse série avec Marc où ensuite, j'aimerais que, bon, ensuite j'ai des idées pour continuer, d'autres projets avec lui. Mais Marc de Kerguelen, n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter, donc c'est devenu X maintenant. Nom tout à fait ridicule, j'ai du mal à m'y habituer. Et n'hésitez pas à aller le suivre sur X. Vous verrez, il propose beaucoup de références historiques, de commentaires basés sur des faits historiques, aussi des commentaires politiques. C'est Ça fait partie, moi, de mes meilleures découvertes dans la pensée alternative, parce que c'est aussi ce que j'essaye beaucoup de faire sur Panache, bah, un peu comme toi comme vous, pardon, qui parlait heu, de te mettre en lien, de vous mettre en lien, décidément, de vous mettre en lien avec des youtubeurs. Oui. Eh bien, moi, je suis aussi dans cette optique-là où j'essaye de repérer des gens, qui sont pas forcément mis en avant, pour leur donner une opportunité. Pour l'instant, c'est une petite chaîne, mais bon, s'ils acceptent, moi, je leur donne l'opportunité. Venez, parlez, exprimez-vous. Par contre, je sélectionne sur la compétence. Je sélectionne sur des gens qui vraiment ont un bon niveau, qui vraiment bossent, et bah, Marc fait partie de ces personnes. Quand je l'ai découvert, je l'ai trouvé absolument extraordinaire. Comme Boris, quand je l'avais fait venir sur la première chaîne à l'époque, je l'avais fait venir parce que, bah, il est extraordinaire, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Faudrait que on avait fait une blague, je sais pas si c'était une blague avec Boris, mais sur le débat boomer versus zoomer, un débat entre lui et moi. Je sais pas si c'était l'ordre de la blague, mais j'ai beaucoup apprécié la personnalité de Boris en tout cas et ses propos. Euh, Bah, oui, si on- c'est peut-être on a déjà fait sur ce thème, mais peut-être pas, pourquoi pas le refaire à et l'avenir? je crois que c'était à En cette fait, période-là où il y a eu la blague justement. ouais, ouais, ouais. C'était à ce moment-là, ouais. Ce que L'idée que Boris voulait mettre en avant, sur laquelle je suis d'accord avec lui, et de toute façon, même si j'avais pas été d'accord avec lui, j'aurais donné la parole pour l'exprimer. C'est que on a tendance à être un peu trop, comment dire? On a tendance, je trouve, à un peu trop idéaliser les zoomers. Effectivement, les zoomers, donc ceux qui sont nés dans les années 2000, heu, vont être beaucoup plus à droite que ceux d'avant. C'est Ils vrai. vont aussi être beaucoup plus à gauche. C'est une Aussi, génération qui est beaucoup plus polarisée, avec le centre qui s'effondre, droite-gauche qui monte. Donc 1er point, attention à l'idéalisation. 2e point, les zoomers, c'est une génération qui a de gros problèmes au niveau de la discipline, de la rigueur, du travail, du sérieux, de la concentration. c'est vrai. Je dis pas que c'est pas bien de s'amuser. Simplement, il y a des moments pour s'amuser, puis il y a des moments pour travailler. Et bon, les zoomers, que ce soit mon expérience personnelle ou l'expérience de d'autres personnes dans des contextes professionnels ou personnels avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler, il y a des difficultés sur ces points-là avec les zoomers, qui sont pas que de la faute des zoomers. Il y a aussi l'effondrement du système éducatif français, l'effondrement du niveau qui leur complique la tâche. Donc je ne leur jette pas la pierre. Je constate simplement que, bah, ça suffit pas. Et Boris, voilà, Boris voulait, insister sur cet aspect de la critique des zoomers. Parce que c'est vrai qu'on a cette tendance de beaucoup tomber sur les boomers, et c'est légitime parce que les boomers, c'est la génération du marxisme culturel. Donc la génération du «il est interdit d'interdire», la génération qui taguait sur les murs de la Sorbonne, Marx, Mao, Marcuse, qui était leur, grand slogan de l'époque d'ailleurs. Heu, Petite parenthèse, conseil de lecture, Marx, Mao, Marcuse de Marcel Clément, bouquin d'époque, sur le marxisme culturel. Si vous le trouvez d'occasion, achetez-le, lisez-le. Il est très bref, très clair, très synthétique et excellent. Fin de la parenthèse. Et donc on tape beaucoup sur les boomers, et ce qui est légitime, mais on n'a pas encore assez fait le travail, pour moi, de construire une alternative au monde des boomers. Et construire cette alternative ne se fera pas uniquement avec la droite du fun. Mmh. Il faudra aussi la droite, sérieuse, la droite du travail. Et donc voilà, nous c'est pour ça qu'on avait fait ce thème, sur la crise des générations, avec une miniature assez facétieuse. On avait repris une pas une caricature, pardon, une affiche de l'Union soviétique, et on avait remplacé la tête de l'homme par un boomer, la tête de la femme par un zoomer, ou l'inverse, mais en tout cas, on avait montré l'union du prolétaire et du marxisme par l'union du boomer et du zoomer. Bon, ça En c'était un fait, peu une petite l'égalité et plaisanterie entre nous. réconciliation, finalement, c'est réconciliation entre les générations, finalement, en fait. Pas- Je pense pas que Soral avait ça en tête, mais Je pense pas non peut-être. plus.
Je pense pas non plus. Non, mais j'accepte parce que du coup, je fais partie de cette génération, zoomer, comme on dit, parce que je suis né en 99 et c'est après 96 zoomer. Et donc, par conséquent, oui, je reconnais les difficultés de concentration, difficultés à la rigueur, à la discipline. Ah, ça c'est compliqué. Forcément, imaginez, on est les descendants des boomers. C'est compliqué de respecter la génération d'avant. Mais bon, Bien sûr. vous avez Et je raison. je vais je vais même aller dans ton sens parce que j'ai eu une période plus jeune où j'étais très, anti-intellectuel, où je lisais quasiment plus de bouquins alors que j'avais grandi toute ma vie, un bouquin à la main. Et donc pendant, 2 ans à peu près, je lisais très sporadiquement, mais surtout je regardais beaucoup de vidéos et j'écoutais beaucoup de trucs. Et quand j'ai décidé de me remettre à lire, je n'arrivais plus, physiquement à lire. Mes yeux se fatiguaient, je n'arrivais plus à me concentrer, à suivre les lignes correctement, parce que j'ai perdu l'habitude. Ouais, J'ai dû me réhabituer, alors comme j'avais déjà beaucoup lu dans ma vie, me réhabituer n'a pas été extrêmement difficile. Mais ça m'a quand même pris, 1-2-3 semaines pour me réhabituer à lire et pour revenir à un bon rythme de lecture, à une bonne mécanique de lecture, suite à une période où quasiment 2 ans à rien lire, quoi. ouais, ouais. Donc, heu, ce que tu décris, ce que vous décrivez, Ok, excusez-moi, c'est pas grave, c'est pas grave. heu, Tout va bien. c'est je je le comprends puisque je l'ai aussi subi à un moment dans ma vie et donc il est facile d'imaginer que pour un jeune qui n'a pas eu cette opportunité quand il était plus jeune, d'avoir un accès aux livres, parce que la culture autour de lui valorisait moins le livre qu'à mon époque et pourtant je suis pas beaucoup plus vieux, je suis de 95. Sauf qu'en quelques années, c'est la différence entre avoir les réseaux sociaux au collège et les avoir au lycée. Ça change beaucoup de choses, ça change beaucoup de choses. Donc il y a des difficultés qu'il faut comprendre, mais il faut aussi être assez exigeant au moment de exigeant au moment de responsabiliser les jeunes générations en leur disant: «Bon, ça vous a été imposé, vous subissez aussi une situation qui n'est pas la vôtre, mais il est de votre responsabilité, de vous améliorer, de corriger vos défauts et de devenir utile au niveau professionnel ou au niveau politique, selon vos objectifs à vous, mais en tout cas, de faire quelque chose de votre vie et de pas en permanence se plaindre que oui, les boomers ont fait que. Oui, c'est vrai, les boomers ont fait que, mais qu'est-ce que vous faites maintenant?» Donc c'était, le message de cette émission. Très bien, évidemment, vous pouvez la voir en rediffusion sur la chaîne Panache. Bah, justement, on va parler un petit peu de votre chaîne YouTube. Je vais vous laisser développer à l'aide de cette question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes émissions que vous faites? Et aussi une question qui m'interroge, j'ai l'impression que 80 des émissions sont faites en direct. Pourquoi privilégier les émissions en direct? Alors, pourquoi privilégier les émissions indirectes? Parce que, 2 raisons. La première, c'est que j'apprécie avoir le chat, et de lire les réactions en direct. La deuxième, c'est que ça me facilite la technique, comme ça, j'ai pas besoin de faire, montage, publication et cetera. C'est, publié directement. L'un dans l'autre, ça me va très bien. Je trouve que c'est un format qui me plaît, c'est un format, dans lequel je suis à l'aise, donc je fais ça. Même si je n'exclus pas forcément de faire des vidéos à l'avenir, mais après, c'est aussi une question de choix et de temps. Je travaille sur d'autres choses, sur d'autres projets. J'ai envie de réserver du temps pour d'autres projets, de pas tout consacrer non plus à l'activité, de vidéaste. Parce qu'en fait, les vidéos, c'est très bien pour diffuser une idée et c'est beaucoup moins bien pour produire des idées. Et à la base, avant qu'on me propose d'intervenir sur une chaîne YouTube, heu, moi, je faisais des recherches et j'écrivais. Donc je lisais beaucoup de je me base beaucoup, quasiment 80 de ce que je lis, c'est des travaux universitaires. Donc le temps de lire, le temps de comprendre, le temps de d'écrire sur ce que j'ai lu, heu, le temps aussi de trouver des manières d'appliquer concrètement des idées abstraites à des situations politiques concrètes, pour ensuite pouvoir en parler à des gens qui ne vont pas être intéressés par les développements théoriques et c'est normal. Mais donc tout ça me demande un travail et donc je je fais attention à ne pas être trop pris par la chaîne YouTube parce que c'est vrai que c'est grisant. Faire une vidéo, il y a des gens qui interviennent, on peut leur répondre, on regarde les stats, ça monte. Heu, il y a un côté un peu grisant. Alors travailler seul dans son coin, c'est beaucoup plus laborieux. Sauf que c'est ce travail seul dans son coin, ce travail laborieux
qui permet de faire les vrais progrès et qui ensuite, je l'espère, se sentent dans la qualité des émissions et dans la qualité des analyses proposées. Parce que une fois que j'ai fait le travail théorique, que j'ai réfléchi à comment y communiquer de manière, efficace, ensuite j'en parle en émission et ça me permet aussi de jauger les réactions du public et pour moi, c'est très important de garder cette discipline, de continuer à faire le travail de fond, le travail intellectuel, heu, parce que moi, j'ai pas juste envie de faire de l'animation. Je veux aussi faire bouger les idées, faire avancer des idées, des débats, faire avancer des débats. Excusez-moi, je parlais dans le vent, mon micro était coupé. Peut-être l'écriture d'un livre, peut-être aussi, ça pourrait être pertinent. Je travaille là-dessus. Ok, J'aimerais écrire un bouquin sur la théorie psychologique du psychologue canadien Jordan Peterson. ok. J'imagine que vous connaissez parce qu'il est assez connu et lui il m'intéresse particulièrement parce que son approche est immensément originale, dans l'histoire de la psychologie américaine. Parce qu'en fait, quand j'ai arrêté la fac, parce que, j'ai fait une licence de psychologie que je n'ai pas validée. Je me suis pas présenté au partiel troisième année, donc j'ai pas, le diplôme. Mais en gros, j'ai fait 2 ans et demi et ensuite j'ai continué. Bon, j'ai eu une période ensuite anti-intellectuelle pendant à peu près 2 ans que comme je racontais tout à l'heure. Puis ensuite, Mhm. je me suis dit: «Bon, fini les gamineries, je vais me remettre à étudier sérieusement» et depuis lors, je travaille en autodidacte et moi, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment la psychologie américaine. Donc je me suis un peu spécialisé dans l'étude des courants de la psychologie américaine et aux alentours de 2018, j'ai un ami qui me recommande, à l'époque, les conférences de Jordan Peterson où il analyse la Bible, d'un en d'un point de vue à moitié psychanalytique et à moitié, psychologie de l'évolution. Mhm. Et j'écoute ça, je me souviens à l'époque et je suis assez bluffé par l'originalité de ce que je vois. Et au fil des années, j'ai, continué à lire et écouter ses productions. J'ai notamment lu son bouquin théorique qui est Maps of Meaning, heu heu, donc son bouquin théorique parce que les 2 autres, 12 Rules for Life et 12 More Rules, ce sont des bouquins plus de développement personnel et le quatrième c'est à nouveau un bouquin théorique. Donc à l'époque, j'avais lu son bouquin théorique et j'avais été stupéfait par l'ampleur de son érudition et le nombre de références et le nombre de courants théoriques qu'il synthétisait dans une seule théorie. Et en 2023, je me suis dit: «Bon, bah, je vais commencer à bosser sur un bouquin» et malheureusement, l'écriture, c'est toujours plus long que ce qu'on aimerait, donc 2025, je suis encore dessus. J'espère réussir à le finir d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Ok, ce serait super, ce serait super. Peut-être qu'on pourra vous accueillir pour en parler sur la chaîne. Euh, Bah, c'est oui, parce qu'en plus, potentiellement. moi, bon, aujourd'hui, les gens me connaissent surtout parce que je parle de politique, mais à la base, je suis arrivé à la politique très tardivement. Ok. Je me suis intéressé à la politique uniquement à partir de 2019 par, contrainte et nécessité parce que je voyais que, j'avais beau faire tous les efforts que je voulais dans ma vie, certaines difficultés ne se résorbaient pas parce qu'elles n'étaient pas de mon ressort et donc je me Hmm. suis dit: «À un moment, je vais être obligé de m'intéresser à la politique, de comprendre ce qui se passe dans le monde». Donc je commence à m'y intéresser en 2019. 2020, je me prends le covid dans la tête, donc forcément, ça a aussi accéléré et beaucoup influencé ma politisation. Mais donc si on compare avec la jeune génération de militants, donc 2019, j'avais 24 ans. C'est pas vieux non plus, mais il y a il y en a beaucoup qui sont plus, jeunes que ça, qui sont déjà politisés. Ouais, Moi, c'est je vrai. pars de loin, j'avais voté Mélenchon en 2017, donc je pars de loin. Ah oui, ah Le oui, quand Mélenchon même. 2017 qui n'est pas le Mélenchon 2022, je le précise parce que les gens qui ne se souviennent pas de la campagne de l'époque, Mélenchon à l'époque, c'est une campagne très nationaliste En et ce 2017? côté mais bien sûr. Ah, c'était beaucoup de ouverture des frontières aussi, quand même. Nationaliste sans le côté identitaire, alors. Souverainiste plutôt, souverainiste. Et Plutôt. bah, d'ailleurs, Georges Kuzmanovic qui était dans son parti a été viré ensuite et c'est un souverainiste. Donc effectivement, de ce Hmm. point de vue-là, tu as raison, c'est, on va dire, plus souverainiste que nationaliste. Ouais, c'est Allez, vrai. alors, soyons précis sur les mots et du coup, ça m'avait intéressé, mais déjà à l'époque, j'étais très contre son discours féministe et son discours anti-flic, sauf que ce discours-là, on l'entendait uniquement sur la chaîne YouTube et pas, dans les Ah, et passages grand passe. public. Ouais. Du coup, je me suis dit: «Bon».
j'aime pas, mais je vais laisser de côté parce que c'est pas le plus important. Bon, ensuite, il y a eu le virage islamo-gauchiste de la France insoumise et là, j'ai compris que je m'étais fait, bananer au moment de Mmh. voter et donc ça m'a pris plusieurs années, mais quand j'ai commencé à me politiser, du coup, je me suis dit qu'il fallait aussi que je comprenne comment je m'étais fait avoir par, le discours de gauche en 2017 pour ne pas me faire avoir à nouveau à l'avenir. Mmh. Et c'est pour ça que initialement, je me suis plus orienté vers des pensées de droite que des pensées de gauche quand j'ai voulu me politiser. Parce que j'avais trop vu, que ce soit par mon expérience à la fac, que par, mon le vote de 2017, puis la déception quand j'ai vu le virage islamo-gauchiste ou de ce que j'ai pu voir dans des milieux de gauche. J'avais trop vu ce qu'était la gauche pour m'intéresser à la pensée de gauche. Donc je suis allé vers, la pensée de droite. OK, très bien. Bah, vous avez fait un bon choix, je pense. Mais justement, on va parler un petit peu du je voulais en parler plus tard, mais on va en parler maintenant parce que ça fera la transition. Le milieu souverainiste, alors de mémoire, vous venez aussi du milieu souverainiste, ou en tout cas vous l'avez Ouais, fréquenté, et ouais. est-ce que c'est abusé de dire que vous en avez été dégoûté? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre passage dans le milieu souverainiste? Alors, au début, j'y suis allé assez enthousiaste parce que je faisais une analyse politique à l'époque qui était de dire: «Qu'on vote pour un candidat ou pour un autre, le système est bloqué, le pouvoir est verrouillé». Ça veut dire que le pouvoir ne se situe pas entre les mains de ceux à qui, on pense, en premier. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, le pouvoir se situe ailleurs que dans le système électoral. C'était mon intuition. La pensée souverainiste, qui est pas fausse, mais avec le recul, je la corrigerai. La pensée souverainiste m'a permis d'expliquer cette intuition en disant: «Le pouvoir se situe entre les mains de l'Union européenne». Ce qui est vrai, mais encore une fois, aujourd'hui, je mettrais, quelques astérix. Et donc, comme les souverainistes expliquaient ce que moi j'avais observé de la politique et que les autres ne l'expliquaient pas, bah, naturellement, je suis allé vers eux et j'ai commencé à développer cette pensée. Mais, j'étais et puis en plus aussi, c'était pendant la période covid où moi heu, résolument contre contre les restrictions de liberté liées au Covid, que je trouvais abusives et exagérées Mmh. et tyranniques, n'ayons pas peur des mots. Donc l'un dans l'autre, je me suis retrouvé dans le milieu souverainiste. Par les manifestations anti-pass, j'ai rejoint le parti de Florent Philippot. J'ai été très brièvement, responsable local de son parti, mais je m'en suis barré parce qu'en fait, dès que je suis rentré à l'intérieur, j'ai vu ce que c'était vraiment. J'ai vu que c'était juste une petite boutique personnelle avec zéro compétence et zéro ambition politique, donc j'en suis parti très vite. Donc le souverainisme expliquait ce que je voyais au niveau politique. Mais j'avais déjà aussi à cette époque une, heu, une opposition dans leur conception de l'identité. Parce que comme je viens de la psychologie et que j'ai étudié la psychologie américaine qui a une grosse base biologique dans son corpus théorique, dans son corpus, académique. Pour moi, l'identité ne pouvait pas être juste, «J'ai les valeurs françaises, je suis française». Non, non, il y a aussi une dimension de lignée. Je suis le fils de mes parents et mes parents sont français, donc je suis français. C'est simple, basique, efficace et pour moi, je suis pas contre l'idée d'assimilation, mais dans des conditions vraiment très restreintes et très, spécifiques. Exceptionnel. Mmh. Voilà, exceptionnelles, marginales. Et à la demande Mais de l'individu, pas le systématiser. C'est-à-dire que ça doit oui être l'individu qui fasse la et démarche. surtout, c'est les Français qui décident de qui assimiler ou pas. C'est pas l'étranger qui vient qui dit: «Je suis Ouais, assimilé, voilà. acceptez-moi». Oui, Parce voilà. qu'il y a aussi ce renversement C'est qui est vrai. souvent fait quand on parle d'assimilation. C'est En vrai. plus de confondre l'assimilation avec l'intégration. Oui. L'intégration, c'est je paye mes impôts, je respecte la loi. OK, Mmh. très bien, mais tu es pas assimilé. Voilà. Ouais. Bon, un étranger peut, vivre en France et être intégré. Mmh. Ça arrive, pour des raisons professionnelles, on peut avoir un Allemand qui vient travailler en France. Bon, même si c'est plus les Français qui ont tendance à s'expatrier parce que le marché, du travail en France est catastrophique. Et c'est Donc clair. j'avais déjà cette aversion pour l'opposition des souverainistes à la ligne identitaire et ensuite quand il y a eu la fin du covid et que j'ai vu que les partis souverainistes, heu, commençaient à se vautrer dans un complotisme assumé et que, même
le navire amiral de la pensée souverainiste qui était le Cercle Aristote ne produisait plus de pensée intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, le Cercle Aristote, ça vaut que dalle. Vous écoutez Rougiron aujourd'hui, ça vaut zéro, il est plus capable de dire quoi que ce soit. Alors que vous écoutez ce qu'il faisait avant 2020, il y avait du fond. On peut ne pas aimer, on ne peut pas être d'accord avec ce qu'il dit. On peut pas aimer son attitude. Il y avait du fond. Aujourd'hui, il y a plus rien. Aujourd'hui, c'est que de la gueule. Ouais. Donc, le naufrage du Cercle Aristote, le naufrage des partis souverainistes, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai plus rien à faire avec ces partis-là» et à partir de là, j'ai marqué ma rupture avec les souverainistes et ensuite, bah, ils ont tellement vrillé que effectivement, ma déception s'est transformée en dégoût, où aujourd'hui, je n'ai quasiment plus de relation avec ce milieu. Alors qu'au OK. début, je gardais encore quelques contacts, mais maintenant, ça sert à rien, ce sont pas des gens sérieux, en plus, ce sont des gens de plus en plus gauchistes. Anecdote et ensuite, je vous laisse réagir, mais, j'avais, rencontré des gens à l'intérieur du parti de Florent Philippot qui me disaient explicitement, «Le moment où Philippot se remet à parler, d'immigration, je me barre». Parce qu'il y a Ah un gros afflux de gauchistes et je pense qu'il le sait. Il y a aussi, je pense qu'il le sait et du coup, il veut garder ce public-là et il y a aussi beaucoup de vieux retraités oui. et comme j'ai eu le fichier des adhérents en main, j'ai pu voir le montant de leur cotisation. Il y a énormément de vieux retraités qui ont, bah, un gros capital, que les boomers ont le capital en France, Mmh. qui, donnent des cotisations très chères au parti Florent Philippot et c'est un discours, son discours un peu, heu, complotiste, paranoïaque. Ils nous ont menti sur tout. Ça plaît beaucoup à ce vieil électorat qui a cru à tous les mensonges médiatiques, depuis, qu'ils ont 20 ans et qui aujourd'hui sur le tard, commencent à dire: «Ah peut-être que, voter Mitterrand 2 fois, puis ensuite voter pour tous les candidats du système n'était pas la meilleure idée du siècle» Ouais. et donc il a vraiment optimisé son discours pour une niche, ce qu'on appelle une niche en marketing, voilà. Il s'est fait Une une niche, segmentation, restreinte, ouais. voilà, une segmentation, il a son commerce, il a son business et ça marche bien pour lui, très bien. Mais c'est plus un politicien, c'est devenu un vidéaste. Donc moi, je veux faire de la politique, je veux pas faire des youtuberies. Donc c'est en très bref, l'histoire de mon éloignement du milieu souverainiste et pourquoi je me suis rapproché des milieux identitaires. OK. Bah, justement, vous faites ma transition, bah, je vous remercie déjà de parler en toute transparence de votre parcours et de votre expérience chez les souverainistes, hein. Je pense que beaucoup, voilà, j'ai reçu là il y a pas longtemps, j'ai reçu Tom Bombadil et il nous avait raconté sa déception dans le milieu, royaliste. Donc c'était Mmh. il y avait des points communs entre vos 2 expériences, entre vos 2 déceptions. Les spectateurs assidus le remarqueront. Oui, si les partis souverainistes n'ont plus grâce à vos yeux, et que vous êtes plus dans le milieu identitaire aujourd'hui, quels partis politiques ont grâce à vos yeux? Quels partis politiques vous donnez du crédit? Alors bon, évidemment, tout en haut de la liste, le Parti de la France et rien Si. d'autre. Voilà, fin question suivante. Bon, je vais répondre un peu plus sérieusement. Je suis dans une perspective que je veux plus pragmatique et réaliste. Mmh. Je n'ai rien contre les petits partis comme le Parti de la France. D'ailleurs, je vous ai invité, je viens avec plaisir, mais disons qu'il faut raisonner sur le temps long, puis il faut aussi raisonner sur le temps court. Et la prochaine échéance, ce ne sera pas le Parti de la France qui gagnera l'élection. Si quelqu'un la gagne à droite, ce sera le RN. Donc, pour des raisons pragmatiques, et en plus maintenant que j'ai une activité de vidéaste, où j'essaye de faire avancer des débats intellectuels dans la sphère politique, moi, mon intérêt n'est pas d'être lié à un seul parti politique, c'est d'être lié à plusieurs partis politiques. Bien sûr. Et pour l'instant, ça marche puisque autour de moi, je suis en contact avec tous les partis politiques de droite OK, et tout le monde m'aime bien un peu. ça Personne ne me va. déteste. Bon, donc pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Alors que des fois, je vais Même un peu le critiquer RN? leurs lignes. Même Philippot? Non, bah, c'est plus un parti de droite. Ah! Et le RN alors? Bah, oui, le RN est un parti de droite. En tout cas, pour, je sais que beaucoup de personnes vont les critiquer, dire que c'est un parti, de gauchistes. Et effectivement, le RN s'est beaucoup gauchisé par rapport à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Bien. Mais il y a encore beaucoup de gens de droite dans ce parti et les électeurs, quand ils votent pour RN, ils votent pas pour un parti de gauche, ils votent pour un parti de droite. Il y a peut-être quelques transfuges de la gauche Mmh. qui vont vers le RN et ça leur fait un peu une soupape de décompression parce que c'est difficile de passer de parti socialiste à Zemmour. Ouais, Je ouais, peux ouais. l'entendre. Donc c'est peut-être plus facile de passer du PS au RN.
Mais la base, en tout cas, moi, de ce que j'en ai vu, à chaque fois que je discute avec des gens du RN, bah, déjà, il y en a beaucoup qui surtout les anciens, qui continuent à appeler FN, C'est vrai. puis ils quand ils votent RN, ils votent RN pour le programme historique du FN, Bah, qui est la critique de l'immigration c'est ce que je dis souvent, et c'est ils votent RN en pensant voter pour le programme du PDF, en fait. C'est exactement ouais ça. Parce que nous, c'est le canal historique du Front national, nous, c'est Jean-Marie Le Pen. et donc globalement, ce qui est très fort dans l'identité politique du RN, ça va être, critique de l'immigration et critique du libre-échange. Ça va être un peu les 2 mamelles. Parce que je fais une petite incise sur le libéralisme de Jean-Marie Le Pen. Oui, Jean-Marie Le Pen se revendiquait libéral. oui, Il se revendiquait libéral dans le sens du contexte de l'époque où les libéraux, c'était surtout des anticommunistes. Si on rentre et d'ailleurs Jean-Marie Le Pen assumait clairement de vouloir piquer le vote communiste, ce qu'il a réussi à faire. c'est vrai. Mais si on rentre dans le détail de sa pensée, Jean-Marie Le Pen n'est pas un libre-échangiste fanatique comme les libéraux d'aujourd'hui, n'est pas quelqu'un qui croit en la toute-puissance du marché autorégulateur qui s'organise de lui-même. C'est quelqu'un, je lisais son bouquin, le programme, économique, le premier programme économique du FN, je crois qu'il s'appelle «Démocratie et économie politique» ou quelque chose de cet ordre-là. Un bouquin bleu si vous le trouvez d'occasion et dans ce bouquin, à un moment, il parle de l'importance des syndicats. C'est pas une position que les libéraux d'aujourd'hui accueilleraient les bras ouverts, j'imagine. Oui, c'est vrai. Donc Sauf si c'est le le lib MEDEF. donc le libéralisme de Jean-Marie Le Pen était, heu, pour prendre une comparaison contemporaine, sur un point précis, je dirais qu'il est assez proche du libéralisme d'Olivier Marleix sur un point, c'est qu'il reconnaît l'importance du rôle de l'État dans l'organisation de l'économie. Mmh, Il veut une économie de marché, mais il ne prétend pas que cette économie de marché s'organise d'elle-même. mmh. Il faut que l'État l'organise et donc ça c'est un point commun que Jean-Marie Le Pen a avec Olivier Marleix, malheureusement décédé depuis. Donc voilà, je voulais faire cette petite incise sur le libéralisme de Jean-Marie Le Pen parce que quand je dis que le RN s'oppose au libre-échange, moi je suis pas d'accord avec les gens qui disent que le RN est un parti, socialiste. Parce qu'aujourd'hui, les libéraux d'aujourd'hui ne sont pas capables de défendre un libéralisme cohérent et rationnel. Donc quand ils appellent socialiste le RN, c'est Mmh. juste équivalent de fasciste pour les gauchistes. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais déjà, est-ce qu'il y a un programme économique au RN d'aujourd'hui déjà? Je plaisante, je plaisante. C'est non, mais c'est une vraie question parce que le RN, se paye beaucoup de communication et donc c'est Ouais. très difficile de quand on est politisé, il est très difficile de savoir quelle est la position du RN. Le normie qui n'est pas politisé, qui va entendre de temps en temps parler de politique, qui de temps en temps va bavarder sur la politique avec ses collègues qui ne sont pas plus politisés que lui, va associer le RN, encore une fois, ces vieux clichés qui viennent du FN. Mais le militant politisé, lui, il voit les déclarations du FN, il se dit: «Mais qu'est-ce que c'est?» Mmh. Il voit, la ligne Jean-Philippe Tanguy et il entend ensuite les discours de Marine Le Pen qui reprennent une fibre souverainiste depuis, à peu près un an, avec un retour d'une critique de l'Union européenne, très forte, très marquée. Ils se disent: «Mais, c'est quoi la ligne?» Ils vont entendre Bardella qui sort des éléments de communication, mais ils pensent quoi? C'est quoi la ligne? Donc là-dessus, il y a un vrai problème de clarté de, ligne politique au niveau du RN et en fait ça déplaît aux militants, mais ça déplaît pas aux électeurs. Ouais. Et moi, ce que je regrette aujourd'hui, dans la politique française, c'est qu'on a un peu une fracture entre les militants et les électeurs, alors que je pense qu'il faudrait que les partis qui captent le vote populaire, soient aussi des espaces où les militants peuvent travailler et développer une pensée et mener D'accord. des actions. Voilà, donc il y avait de l'humour, mais derrière l'humour, on peut faire une vraie, à mon avis, Analyse? Ouais, c'est analyse vrai. de un peu des failles du RN, mais bon, encore une fois, pragmatiquement, c'est eux qui vont gagner la prochaine élection. Donc, il vaut mieux avoir des contacts avec le parti qui va gagner que ne pas avoir de contact avec ce parti-là.
Ah, bon, on a fait un mauvais choix. Non, on a fait le choix de la vérité, c'est déjà pas mal. En tout cas, de mon point de vue à moi, par rapport à mon activité et mes objectifs. Le Oui, bien Parti de la sûr, France a d'autres objectifs, donc effectivement, c'est il a ça, d'autres stratégies. c'est Il ça. faut il faut pas juger l'action des gens à l'aune de nos objectifs. Il Oui, faut, oui, la juger à l'aune de leurs objectifs. bien Et sûr. si on critique leurs objectifs, c'est pas pareil. C'est vrai, vous avez raison. On va continuer à présent, vous avez un peu parlé de votre méthode de travail, pourquoi avoir privilégié les directs, etc. Mais j'ai envie de vous entendre sur un point, parce qu'on finalement on fait un peu la même activité, et vous sur le panache et moi sur le Parti de la France. La question que j'aurais aimé poser, c'est à quel point l'intelligence artificielle a pu vous impacter dans votre méthode de travail, ou de manière générale, qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle dans notre époque actuelle? Alors, l'intelligence artificielle, initialement, j'étais très sceptique. Quand ChatGPT était sorti, je l'avais testé dans les premiers mois pour, m'aider à faire mes recherches. J'avais été, très déçu. En fait, j'étais plus efficace avec Google qu'avec ChatGPT. Donc, j'ai vite lâché en me disant: «Ça servait à rien». En plus, à l'époque, ChatGPT, quand on lui demandait des références, il inventait les références, tout simplement. C'est vrai. Il inventait les noms des gens, il inventait le nom des bouquins ou des articles scientifiques. Donc c'était inutilisable. Même au niveau des analyses, des commentaires, je je lui mettais un texte, je lui dis: «Bah, analyse-moi ça de la perspective de telle théorie». Ce qui sortait, c'était vraiment médiocre. Donc, au début, j'avais vite, lâché. Puis il y a quelques mois, un ami, m'en reparle et il me dit: «Non mais, vraiment essaye, 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 ça a beaucoup progressé» et cetera. Donc, il insiste, je me dis: «Bon, bah, un jour, je vais essayer». Et au début, j'ai essayé Grok parce que, bah, j'étais connecté à Twitter, donc, bah, il y a Grok, dispo, j'ai essayé sur Grok, c'est plus accessible. Et je me suis dit: «Je vais commencer par le tester sur des bouquins, des auteurs et des théories que je connais». Comme ça, au moins, je compare directement. Bien sûr. Et donc je teste, et là, complètement bluffé par l'intelligence et la pertinence des réponses. Ah! Donc je me dis: «Jusqu'où je peux aller?» Et je commence à, pousser, un peu les limites de l'intelligence artificielle. Je commence non pas juste à lui demander de me parler de choses qui ont été, déjà dites, écrites, mais aussi de répondre à des hypothèses, et cetera. Aussi d'écrire des synthèses entre 2 théories qui ne sont pas liées, dans la littérature, mais que moi je pense peuvent être liées. Et en fait, à chaque fois que je fais un test, ça marche, ça passe. Du coup, je me suis dit: «Bon, bah, vu la puissance de l'outil, il va falloir que je l'intègre à mon travail». Et aujourd'hui, aujourd'hui, je m'en sers, peut-être pas quotidiennement, mais, plusieurs fois par semaine, très facilement. Et ça m'aide beaucoup pour la partie, heu, ça m'aide pour 2 choses. Ça m'aide pour approfondir mes recherches. C'est-à-dire que je lui dis, «Tel thème, je connais telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, heu, donne-moi les auteurs similaires». Ça me permet de découvrir des livres ou des articles que je ne découvre pas quand je fais une recherche avec Google. Et je m'en sers aussi pour m'aider à formuler des hypothèses. Donc j'ai une intuition, une vague idée qui est pas encore développée. Je l'écris et ChatGPT me répond. Pas pardon, Grok me répond. Rock. Mmh. Et ensuite, je réagis, il répond à nouveau, et cetera. Avant le début de cet entretien, c'est justement ce que j'étais en train de faire. J'ai eu une idée cet après-midi, hop, j'écris en quelques lignes, Grok me répond, hop, j'écris à nouveau. Et bah, je reprendrai ça une fois qu'on a fini l'enregistrement, mais il m'a donné une base de travail, très très pertinente, que je vais pouvoir mettre dans mes notes et que je vais pouvoir continuer à développer. Donc moi, je pense que ça va être un vrai changement, dans les années à venir. Il y aura ceux qui utilisent l'intelligence artificielle et ceux qui ne l'utilisent pas. Par contre, je pense qu'il y a 2 critiques à en faire. La première, c'est que ça n'abolit pas le jugement humain. Mmh. Je parlais du test que je faisais cet après-midi, où je pars d'une intuition et il me répond. Tout dans la réponse n'est pas pertinent. Il y a même des moments entiers sur une référence précise où il dit n'importe quoi. Mmh. Je sais pas pourquoi, mais sur cette, référence précise, Grok dit n'importe quoi. Donc il faut le jugement humain pour trier ce qui est à garder, ce qui n'est pas à garder. Sans cette condition-là, on ne gagne pas du temps, mais on perd du temps. Donc ça l'intelligence artificielle ne va pas vous dispenser de lire les bouquins vous-même, de faire des études, d'avoir une formation, donc, une formation académique dans mon cas, mais, quel que soit votre domaine, ça va pas vous dispenser de cette formation-là, parce qu'il vous faudra faire le travail de sélection, de tri et de jugement.
Et la deuxième chose, je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de l'IA. On ne sait pas encore ce qui sera possible, ce qui ne le sera pas, et de croire qu'on pourra résoudre toute une série de problèmes politiques, économiques ou, social, grâce à l'intelligence artificielle, méfions-nous-en. Méfions-nous-en. Ce genre d'innovation, ça se fera beaucoup par des essais et des erreurs. On aura un problème, on essaiera l'IA, ça marchera, donc on garde, on essaiera sur un autre problème, ça marchera pas, on virera. Voilà. Mmh. Comme toute innovation, sont faites, voilà. On n'a pas directement, au premier coup, construit un avion capable de voler. On en a Ouais. fait beaucoup qui se sont crashés, puis un jour on en a fait un qui était capable de voler, et ensuite on a commencé à, développer d'un point de vue technique, jusqu'à arriver aujourd'hui à des avions qui, à l'époque du Concorde, pouvaient faire, traverser l'Atlantique dans des durées vraiment impressionnantes. Dédicace à Léonard de Vinci d'ailleurs, qui avait fait les premiers croquis, de l'aviation. D'ailleurs, Exactement. Il y a Grok 4 qui vient de sortir et j'en ai entendu beaucoup de bien de Grok 4. Apparemment, c'est vraiment, une qualité exceptionnelle. Moi, je sais Ouais, pas, je l'ai après, pas c'est trop cher, je l'ai pas testé, mais moi non plus, je l'ai pas testé. De toute façon, je suis pas vraiment en mode pionnier. J'ai plus envie de continuer sur Grok 3 parce que je sais qu'au moins il m'apporte ce que j'ai envie d'apporter. Puis Grok 4, quand ils auront fini tous les tests, tous les ajustements et qu'il sera, finalisé, bah là, je commencerai à m'en servir. Mais, sur l'IA, je suis absolument pas un pionnier, je suis dans une mentalité de suiveur, heu ou plutôt heu, de early adopters comme on dit en marketing. Donc, parmi les premiers qui s'en servent, mais pas les pionniers, voilà. OK. OK, je vois. Les premiers suiveurs. Je sais pas si ça peut se dire, Voilà. mais Oui, exactement. Si on traduit littéralement, ce serait premier suiveur. Je suis pionnier dans d'autres domaines qui sont les miens, mais pas dans celui-là. très bien, je comprends, je Enfin, en tout cas, comprends. j'essaye d'être pionnier parce que ça, c'est les gens qui jugeront la qualité de mon travail, c'est pas moi. Tout à fait, tout à fait. Je voudrais même vous poser la question, quelle place vous laissez à la religion dans, l'importance de la pensée, de la réflexion et de la politique aussi, dans l'engagement politique? Ah! Alors, place centrale, mais il va falloir que je développe. Initialement, j'étais profil, heu, athée rationaliste quand j'étais plus jeune. Moi, au lycée, j'avais que 2 matières où j'étais bon, c'était les maths et la physique. C'était les 2 seules où je travaillais à peu près, sinon les autres, je glandais, et même là, j'étais pas non plus hyper sérieux. D'ailleurs, si vous êtes jeune, vous êtes encore au lycée, travaillez sérieusement, vous regrettez de pas l'avoir fait. Et donc C'est j'étais sur un profil très rationaliste, mais c'est un peu un je peu à la voulais dire, surprise générale. Ouais. dans mon bac, il y avait pas de maths, pas de physique. J'avais fait un bac littéraire, donc je suis un peu une fraude, hein. Ouais, bon après, il y a des choses qu'on apprend en bac littéraire qu'on n'apprend pas en bac S, et justement, je suis allé en sciences humaines ensuite, je suis allé en licence de psychologie. Et OK, j'avais peut-être un très bon niveau, en maths et en physique, en tout cas pour les standards du lycée, mais je me retrouvais face à des littéraires qui me mettaient la misère dans la compréhension de la psychologie, sauf dans une discipline, c'était les stats. Là, effectivement, et Forcément. la psychologie Et cognitive parce que la psychobio et psychobio aussi, et psychobiologie. Enfin, je sais pas si ça mais existait à non, votre époque, mais oui, on appelait ça comment? On appelait ça, parce que moi, ouais, on il y avait 3 matières scientifiques. Il y avait les neurosciences, quand je faisais de la psychologie, psychobiologie et statistique, effectivement. Et statistique, c'est là où je galérais le plus. Parce que c'est la psychologie, voilà. ouais, mais c'est ça, c'était C'est bien très psychologie psychobio, la cognitive. psychologie. Ouais. Et Psychobio, ça justement, va, j'ai une bonne note. à l'époque, j'étais complètement nul en biologie. Aujourd'hui, ça semble bizarre parce que je passe mon temps à lire de la biologie, à parler de biologie, mais à l'époque, j'y pigeais rien. J'étais plus que médiocre en psychanalyse. Il y a la psychologie cognitive, je m'en sortais à peu près parce que c'était très schématique, un peu mathématique dans la manière de penser les choses. Psychologie du développement, j'étais très moyen, enfin, psychologie sociale, enfin, j'étais très moyen. Mmh. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour un peu rattraper le retard. Donc, moi, je suis pas du tout à dévaloriser les gens qui ont fait des bacs littéraires, parce qu'ils apprennent des choses en bac littéraire que moi, je n'avais pas appris en bac scientifique et que j'ai dû apprendre plus tard pour faire ce que je voulais faire dans d'autres disciplines. Mmh. Et donc la question, c'était sur la religion. Et pourquoi Tout je à fait. raconte ça? Parce que j'avais ce profil rationaliste athée, et que quand j'arrive à la fac, la France, il faut savoir qu'on a une spécificité, on est très freudien en psychanalyse.
et je vois ce qui, de mon point de vue, est des comportements religieux de la part des psychanalystes. Ayant un peu une fibre athée rationaliste, ça me répugne. Donc je me dis, si enfin, je me dis: «OK, là je vois bien que le fait religieux, même si on l'enlève, il réapparaît. Il Mmh. réapparaît sous d'autres formes». Donc je vais bien être obligé de l'étudier. Mais au début, je commence vraiment avec une approche très rationaliste, du fait religieux. Et donc les années passent, je m'intéresse à tout ce qui tourne autour de l'étude biologique de la religion, donc tout ce qui tourne autour de la sélection de groupe, David Sloan Wilson pour ceux qui connaissent, qui est, un auteur qui moi m'a énormément influencé. Je m'intéresse aussi à la psychanalyse jungienne, donc je m'éloigne de la psychanalyse freudienne pour aller vers la psychanalyse jungienne et accorder beaucoup plus d'importance aux symboles et ne pas, sexualiser tous les symboles. Mmh. Mais aussi reconnaître, bah, ce que Jung appelle des archétypes, qu'il y a dans les symboles des archétypes qui sont des thèmes qui correspondent à l'inconscient collectif. Bon voilà, pour le faire très bref, donc qui correspondent aux différents symboles qui ont été présents dans l'histoire humaine et ça m'a radicalement fait changer de point de vue sur la religion, à tel point aujourd'hui que je considère qu'il ne peut pas y avoir de société sans une religion en commun. Et cette affirmation, je peux donner 2 références pour l'appuyer. La première, c'est celle de Robin Dunbar. Donc Robin Dunbar, en général, il est connu pour le nombre de Dunbar, qui est 150, qui est une estimation de la taille limite des groupes humains. Donc au-delà de 150 individus, les groupes, se fractionnent en, plusieurs groupes, car au niveau des capacités cognitives humaines, donc en gros, on va dire des capacités intellectuelles, il est trop difficile de gérer plus de 150 relations. Et quand je dis 150 relations, c'est pas que des relations, intimes. Dans Oui. ces 150, il y a, des gens qu'on connaît plus que d'autres, mais bon, globalement, il y a un noyau de 150. Et en 2022 ou 2023, Robin Dunbar a écrit un bouquin sur, pourquoi la religion persiste, pourquoi elle ne disparaît pas. Et ce qu'il explique, c'est que la pratique religieuse, les rituels religieux, heu, crée des effets physiologiques qui sont similaires à ceux qu'on ressent quand on interagit avec quelqu'un, en face à face, en individuel ou en petit groupe. Mmh. Et c'est ça qui permet de créer un sentiment d'appartenance au-delà de la limite du nombre de Dunbar qui est 150. Mmh. Parce que, on voit bien que les sociétés contemporaines, les sociétés modernes vont largement au-dessus des Mmh. 150. Clair. Et donc ça, c'est le 1er élément et le deuxième élément, on retrouve la même idée chez Émile Durkheim ou chez Victor Turner. Donc Émile Durkheim, assez connu, père de la sociologie française. Oui. Victor Turner, beaucoup moins, qui lui va a fait partie des 2 premiers anthropologues à avoir lancé un nouveau courant de l'anthropologie qu'on appelle l'anthropologie symbolique, qui ont tous les 2 l'idée d'effervescence. Donc effervescence chez, Durkheim, communitas chez Victor Turner, qui est cette nécessité pour une communauté de se retrouver et de pratiquer en commun des activités qui ont une signification émotionnelle très forte pour que, il y ait ce sentiment d'appartenance et pour qu'il y ait ensuite, l'apprentissage de valeurs communes, de règles communes, de normes communes qui permettent la vie en société, le reste du temps. Donc en fait, c'est par un trajectoire rationaliste à la base que j'en suis arrivé à me dire que non, non, la religion, c'est beaucoup plus que juste, une fausse croyance qui nous rassure. C'est vraiment un impératif humain. On ne peut pas vivre sans religion et si on enlève la religion, les formes de religiosité rejailliront ailleurs sous d'autres formes. Bien sûr. Bah, on le voit d'ailleurs même avec la superstition, l'astrologie, la numérologie, enfin de toutes C'est ces exactement ça. voilà, c'est une forme, c'est surtout présent chez les athées. Les religieux n'ont pas besoin d'astrologie, pour voir clair. C'est vrai. Si on va plus loin, astrologie, tous les trucs comme ça qui aujourd'hui sont associés au New Age. Si on prend, les études, académiques sur d'où vient le New Age, il y a l'ésotérologue néerlandais Wouter Hanegraaff qui lui parle de sécularisation de l'ésotérisme et en fait l'ésotérisme c'est quoi? C'était des croyances mystiques qui s'opposaient au christianisme de l'époque. Oui, c'est vrai.
et le New Age en dérive. Mmh. C'est pour ça que, heu, quand si vous avez un peu la fibre, rat de bibliothèque, vous pouvez aller lire certains documents de l'Organisation des Nations Unies où il va y avoir, où il va y avoir de la théosophie, de l'anthroposophie, des trucs vraiment ésotériques purs et durs. C'est pour ça que le marxisme culturel a une dimension ésotérique très palpable. Le marxisme lui-même d'ailleurs, dimension ésotérique très palpable. Hegel, si on en croit certains auteurs, et je crois que ces auteurs ont raison, Hegel n'était pas un philosophe, mais était un ésotériste et plus précisément un hermétiste. Donc, i il y a toute une traînée d'éléments académiques ou historiques qui nous indiquent que, le New Age en lui-même et ses différentes croyances autour de l'astrologie, du spiritisme et cetera, ne viennent pas de nulle part. Elles répondent à un besoin qui a été laissé vacant par l'effondrement de la religion. Et d'ailleurs, il OK. y a un intellectuel américain qui s'appelle Jason Storm, qui a écrit un excellent livre, très dur à lire, mais très intéressant, qui s'appelle The Myth of Disenchantment, donc littéralement le mythe du désenchantement. Mmh. Et lui, son travail, mais un travail vraiment extraordinaire avec des centaines de références, enfin c'est extraordinaire vraiment. Lui, son travail consiste à montrer que dans l'histoire de la science, les thèmes scientifiques ont toujours été liés avec des thèmes magiques. Et donc, il retrouve par exemple, il introduit son bouquin par une anecdote de Pierre et Marie Curie qui participaient à des séances de spiritisme. C'est vrai. Donc, la question de la religion et de la science est beaucoup moins tranchée que ce qu'on a été amené à le croire dans les dernières décennies du XXe siècle. Et c'est seulement au début du XXIe siècle, en tout cas dans les milieux académiques, c'est seulement au début du XXIe siècle qu'on recommence à prendre au sérieux ce Mmh. genre de questions-là. Et donc, bah, en général, il y a toujours un petit temps de décalage, donc d'ici, quelques décennies, ça deviendra, je pense, un lieu commun pour beaucoup de gens que la Oui. religion est un fait fondamental des sociétés humaines. Sûr. Bah, en plus, une petite parenthèse, que c'est pas le sujet de notre entrevue, mais en à peine 30-40 ans, on a eu quoi? On a eu, découverte de la théorie du Big Bang, découverte de la théorie de l'évolution, découverte des premiers dinosaures, découverte, de la preuve de l'existence de l'atome et donc de la constitution de la matière, découverte du premier trou noir théorique, c'est pas vraiment une découverte parce qu'on l'a calculé, on l'a pas encore observé, etc. Bref, en très 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 peu de temps, on a découvert tout un tas de choses qui ont remis en cause totalement notre perception du monde, que ce soit dans son histoire, dans son espace ou dans son même futur. Rien que la théorie de l'évolution, ça a fait du mal à beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens, forcément, à cette époque, ne pouvaient pas se rendre compte que ça ne rentrait pas en contradiction avec l'Église chrétienne, mais beaucoup de gens le pensaient. Donc pour moi, ça me paraît logique qu'à ce moment-là, l'Église chrétienne, et notamment catholique, s'effondre parce qu'elle semblait, de manière superficielle, s'opposer à toutes les découvertes qui se sont faites en très peu de temps, même pas 30-40 ans. 30-40 ans, tout s'est fait très très Bien vite. sûr, bien sûr. Tout s'est fait très très vite. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et du coup, vu qu'aujourd'hui tout est accepté et qu'on a pu approfondir tout ça, bah, on se rend compte que finalement, c'est pas si contradictoire que ça. En fait, paradoxalement, la science fonctionnait très bien, 19e, c'est surtout au 19e qu'elle s'est développée et notamment les sciences humaines, c'est, fin 19e, début 20e qu'il y a une vraie, institutionnalisation des sciences humaines. Mmh, Et la science fonctionnait très bien à cette époque. Elle fonctionne beaucoup moins depuis, l'après-guerre. c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on a renoncé à toute la philosophie, à toute la métaphysique d'origine religieuse, qui était le fondement de la science. Exemple concret, un chrétien croit que le monde a été créé. Mmh. Un marxiste ne le croit pas. Un marxiste croit que le monde tel qu'il est a été, auto-créé. C'est pas un dieu qui a créé le monde, Ouais. c'est le travail humain qui a créé le monde et c'est la base, cette idée-là, c'est la base ensuite du reste de la pensée marxiste, qui est de dire que par le travail et par la révolution, nous allons pouvoir changer le monde. Nous allons pouvoir littéralement changer la nature humaine, puisque la nature humaine ne nous est pas donnée par un créateur qui nous a créés tels que nous sommes, elle est auto-créée par l'être humain lui-même. Donc Mmh. ça peut sembler très spéculatif comme réflexion et ça l'est, sauf que, derrière, en bout de chaîne, les conséquences politiques sont très graves, Mmh. très, très graves.
ça nous amène à l'horreur gauchiste qui est notre quotidien politique aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis aussi à je sais pas moi, je pense il y a 130-140 ans, on découvre la matière, les atomes, on est content, on a la preuve de leur existence. On se dit: «Bah, donc le monde il est fait de matière». Ça me paraît logique, on découvre la matière et en fait, finalement, on se rend compte après la Seconde Guerre mondiale que, la matière qu'on connaît, la matière qu'on perçoit, ça représente la on appelle ça la matière baryonique et ça ne représente que 5 de la matière totale et qu'il y a 95 qui sont faits d'énergie sombre et de matière noire et on ne sait pas ce que c'est. Donc forcément, ça remet aussi en cause la certitude de se dire ah bah la science, elle a fait fermer sa bouche à la religion n'a plus rien à prouver, la religion n'a plus rien à apporter. Bah en fait non, plus on avance dans la science, plus on se rend compte que finalement c'était, je sais plus, je crois que c'était Pasteur qui avait dit un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science ramène à lui. Je sens que c'était Pasteur qui Ouais, avait ouais, dit ça. ouais. Bah, pour prendre un exemple, aussi d'un autre, échec du scientisme, c'est, l'athéisme militant, donc qui est surtout un courant américain à l'origine, avec notamment sa grande figure intellectuelle de l'époque qui était, Sam Harris. Sam Harris qui était le grand penseur de la morale sans la religion. Nous allons créer une morale scientifique sur des bases objectives qui n'a pas besoin de religion. Bon, alors déjà aujourd'hui le gars, il vend des méditations, New Age. Bon, paye ton athéisme et en plus, c'est le même qui est devenu complètement hystérique, au moment de l'élection de Trump et qui n'a pas, baissé d'intensité dans l'hystérie depuis et qui, au moment de la campagne de 2024, a déclaré, heu, il nous a montré toute la grandeur et la valeur de la morale, scientifique qui est la sienne, que même s'il y avait des charniers d'enfants morts dans, la cave du fils de Joe Biden, les médias auraient eu raison de le cacher pour empêcher l'élection de Trump. Donc quand Alors, on en arrive quand on en arrive à ce genre de raisonnement, ça montre que son idée de la morale scientifique objective, ça ouais. marche pas. Autre figure de l'athéisme militant, Richard Dawkins, qui avait dit dans un entretien que si, l'hypothèse de la substitution est vraie, son œuvre, n'avait aucun sens. L'hypothèse de la substitution, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand une religion disparaît, quelque chose prend la place. Mmh. Donc si ça, c'est vrai, Dawkins nous dit: «Toute son œuvre militante ne sert à rien» et il a raison. Donc il dit ça et quelques mois après, il a fait la fameuse déclaration qui a beaucoup fait parler à l'époque où il dit: «Je suis, culturellement chrétien». Parce qu'il se rend compte en tant que Britannique que, bah, on renonce au christianisme, on fait venir une autre religion, l'Angleterre de son enfance n'est plus exactement la même. Voilà. Donc on a 2 figures de l'athéisme militant qui sont complètement effondrées depuis et qui ont, par leur parcours personnel, montré l'échec de leur position. On ne fonde pas une société sur l'athéisme. On fonde une Ouais, société sur la religion, mais pas sur l'athéisme. Et tout la à fait, religion, je suis désolé, c'est une pratique. C'est pas juste une abstraction. C'est des non, lieux de culte, c'est des dogmes, c'est des rituels, bien c'est sûr. concret la religion. C'est pas une idée vague, Oui, flottante. oui, c'est pas juste le théisme, c'est pas juste la croyance en Dieu. Voilà. D'accord, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Parce que les athées, Jacques III, dans la Bible, Jacques III nous dit: «Les démons aussi croient en Dieu, mais croire en Dieu ne suffit pas pour être chrétien. Pour être chrétien, il faut suivre le Christ». la base. Bah, faut le rappeler aux témoins de Jéhovah, ça, mais ça c'est petit aparté. Alors, je ne connais pas les témoins de Jéhovah, donc comme tout le monde, je les ai vus de temps en temps heu, dans les rues avec leur petit guide là qu'ils donnent aux gens, mais sinon, je connais absolument rien de ces gens. Mais ils sont obligés de le faire, s'ils le font pas pendant un mois, ils vont en enfer. Ah, C'est bah, c'est radical, mais ça efficace marche, ça marche! c'est efficace pour recruter au moins. Ah bah là, c'est efficace, oui, c'est efficace. Mais c'est très inspiré de l'islam, hein, étonnamment. Mais après, l'islam est une branche bâtarde du christianisme, donc j'imagine que ça s'annule. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent pas la divinité du Christ, par exemple. Ils pensent que Jésus n'est pas mort sur une croix, mais sur un poteau. En sachant que la crucifixion du Christ, c'est l'élément le plus sûr d'un point de vue consensuel historique. C'est vraiment l'élément le plus sûr de la biographie de Jésus, la crucifixion. Mais bon. Selon les musulmans, c'est plus compliqué. Jésus a été remplacé, et selon les témoins de Jéhovah, c'est une invention romaine. Bon, pourquoi pas. Comme la Trinité d'ailleurs pour les. Bah, c'est pour ça que je dis que c'est très proche de l'islam en fait. Pas de Trinité, Dieu absolu. Jésus pas Dieu. Après Bon, oui, pour répondre à ça et je finis là-dessus, comme oui, bien ça, sûr. on pourrait passer à la question suivante. Il faut aussi ne pas perdre de vue que la religion s'intéresse à des choses très terre à terre et pratico-pratiques. Les questions de dogme, les questions de dogme, pardon, et les questions historiques sont intéressantes.
Mais, fondamentalement, ce qui fait la religion et ce qui va attirer les gens dans la religion, c'est pas ça. Et là-dessus, C.S. Lewis en donne une très bonne, description dans Mere Christianity, où, ils fondent la religion sur quelque chose d'assez basique, qui est que, nous devrions vivre de manière vertueuse, les uns envers les autres, mais nous ne le faisons pas. Et cette contradiction, c'est, la base de toute pensée religieuse. Comment faire pour vivre de façon vertueuse? Tout Mmh. en ayant en tête que on le fera pas vraiment, et Ouais. on essaye de résoudre cette contradiction. C'est très simple la religion. Quand les gens reviennent à la religion, c'est parce qu'ils recherchent un groupe, une communauté et une morale pour structurer leur vie. Les questions de dogme viennent largement après, dans les motivations. Bah, en tout premier, il y a quand même la foi quand même. Faut le c'est le premier, c'est la foi, c'est le tout premier, Raphaël. Je vous vois, mais si, si, je vous assure, Bah, moi, je parle d'un point de vue j'assure. naturaliste. La foi, la pratique est aveugle sans la foi, vous savez? Oui, forcément. Si on n'a pas confiance en Dieu, à quoi bon structurer sa vie? On peut pas bien la Mais structurer. la remarque est intéressante parce que, bon, effectivement, d'un point de vue naturaliste, en général, les croyants sont toujours un peu, susceptibles, et parce qu'ils ont l'impression que si on parle d'un point de vue naturaliste de la religion, on dévalue leur foi. Mais non, absolument pas, parce qu'une religion se définit par sa foi. Bien sûr, Si les chrétiens ne croyaient pas en la résurrection du Christ, le christianisme ne serait pas ce qu'il est. bien Donc, sûr. l'analyse naturaliste n'épuise absolument pas, les questions de la foi. Mmh. Simplement, c'est juste une analyse naturaliste qui prend en compte les motivations psychologiques des gens à aller vers la religion. Je peux La foi comprendre. vient, à côté, mais voilà, D'accord, non, mais c'est j'entends. ou au-dessus, mais peu importe que spatialement on visualise ça à côté ou au-dessus, mais en tout cas, la perspective naturaliste, n'invalide pas le reste de la pensée religieuse. OK. Non, mais c'est très bien. Mon cher Raphaël, je vais vous poser une dernière question. On est déjà à plus d'une heure d'entretien, c'est un plaisir de discuter avec vous, c'est très passionnant. La toute dernière question que j'aimerais vous poser, bah, ça résume un petit peu tout ce qu'on a parlé, tout ce dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire qu'on a parlé notamment d'intelligence artificielle. Nous, on se représente, voilà, vous et moi, d'être une droite qui ne vit pas dans le passé, une droite qui vit bien dans son instant présent et qui réfléchit pour l'avenir. Comment on fait pour faire en sorte que cette droite puisse exister en se réinventant en permanence, pour pouvoir exister dans notre réalité actuelle, tout en étant, est-ce qu'il faut qu'on soit compatible ou non, au contraire, avec une droite traditionnaliste qui semble, d'un point de vue vraiment superficiel, au premier abord, s'opposer, mais peut-être pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, j'en pense que la question tombe bien puisque je suis, une des seules personnes à bosser, en tout cas à ma connaissance dans le milieu politique, de droite. Je suis le seul à prendre au sérieux toutes les questions de sociobiologie, donc d'études de la société d'un point de vue biologique, et bizarrement, enfin non, même pas bizarrement, mais de manière intéressante, on se rend compte que ce que découvre la biologie contemporaine, les penseurs de la droite traditionnelle le savaient déjà. Typiquement, j'avais pris l'exemple dans un écrit que j'avais publié, heu, j'avais pris l'exemple de Maurras. De Maurras dans Mes idées politiques qui, décrivait une idée, alors je me souviens plus exactement quelle est cette idée, mais en tout cas, on retrouvait exactement la même idée dans les écrits de Darwin. Ah, Heu, En tout cas, on en retrouvait les prémices dans la pensée de Darwin telle q et ensuite elle a été développée, par la biologie contemporaine. Donc moi, je pense que une bonne philosophie en fait, la philosophie traditionnelle a beaucoup d'intuitions qu'on peut reformuler dans un langage théorique scientifique moderne. mmh, Ça veut Ça veut pas dire que c'est la seule approche possible. Moi, je suis très content quand il y a des gens qui ne connaissent absolument rien à la biologie théorique et qui me parlent de philosophie, comme en parle un philosophe, parce que ça m'aide à faire les parallèles, ça m'aide à voir les similitudes. Donc je pense que cette opposition est un peu surfaite et qu'elle tient surtout du fait que la droite va avoir une connaissance très rudimentaire de la philosophie de droite, donc la philosophie initialement contre-révolutionnaire, parce que la droite, c'est ce qui s'oppose à la révolution.
La Ouais. droite, c'est celle qui refuse les principes philosophiques sur lesquels se fonde la révolution. Mmh. Ce qui, au passage, veut dire que la droite est, anti-individualiste, parce que ce sont les révolutionnaires qui sont individualistes. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on a eu un grand renversement parce que la droite s'est gauchisée en portant fièrement en étendard le libéralisme et l'individualisme, Mmh. pendant que la gauche, elle, a eu la lucidité de comprendre, notamment grâce à Marx, que, l'action politique, c'est de l'action collective. Mmh. Voilà pourquoi, sur un siècle, elle a écrasé la droite parce qu'elle s'est organisée collectivement pendant que la droite était dans un petit individualisme bourgeois qui, ne menait absolument à rien. Donc il y a une méconnaissance de la philosophie de droite, une méconnaissance de son ancrage dans l'histoire de la révolution et surtout dans la pensée de la contre-révolution, ainsi qu'une méconnaissance, à mon avis, de des avancées contemporaines, les plus récentes dans la recherche scientifique, dans les travaux académiques. Ceux qui sont le plus proches, à mon sens, de faire un travail de qualité, ça va être, ceux qui sont autour de Rage. Rage Culture, je sais pas si tu connais? Si, de nom, de nom. Ouais, je pense qu'ils ont des faiblesses sur, certains points théoriques très précis, mais globalement, leur intuition générale, ou plutôt leur travail général va dans la bonne direction, qui est de s'emparer de connaissances académiques, récentes pour les amener dans le débat politique. Là où je pense qu'ils ont tort, c'est qu'ils négligent totalement toute la partie sélection de groupe de la biologie et c'est ce qui leur permet de ne pas voir la contradiction entre leurs idées identitaires et leurs idées libérales. Ouais, OK. Mais bon, ça, c'est un débat, on va dire, plus difficile à trancher, à résoudre et que je suis pas sûr de gagner d'ailleurs. J'ai peut-être tort après tout. Mais voilà, Rage, c'est ceux qui vont, je pense, faire le meilleur travail sur ce point de vue-là. Après effectivement, les autres droites, bah, font pas grand-chose. Les royalistes, bah, les royalistes sont beaucoup à encenser le passé, mais le problème, c'est qu'il faut aussi faire un peu de mise à jour. Heu, Après il y a quoi d'autre? Il y a bon, les souverainistes, ça c'est mort, c'est fini. Hem, la ligne racialiste, donc ce que j'entends par racialiste, ça va être les gens qui vont fonder l'identité sur l'appartenance à une race. Mmh. Heu, Eux ont comme intérêt aussi de prendre, la biologie au sérieux. Le problème, comme Rage, ils ne prennent pas au sérieux la sélection de groupe, donc ils comprennent très mal les dimensions collectives et notamment, ils sont totalement ignorants de tous les travaux sur comment naturaliser les sciences humaines. David Sloan Wilson, dont je parlais tout à l'heure, lui, son objectif assumé, c'est de subordonner les sciences humaines à un paradigme biologique, objectif OK, que je partage. Donc, ce OK. qui est évidemment une hérésie dans les milieux des sciences humaines, mais Oui, bon, c'est pas j'imagine grave. bien. Enfin, hérésie, Bernard Lahire a écrit un bouquin récemment. Bernard Lahire, c'est un sociologue bourdieusien, donc D'accord, de gauche. Il a écrit un bouquin de naturalisme social en 2022 ou 2023, qui s'appelle «Les fondements des sociétés humaines» ou un titre de ce genre, qui est plutôt OK. bon. N'hésitez pas à lire. Par contre, le truc, est épais, donc accrochez-vous si vous voulez le lire du début à la fin. Donc, c'est une idée qui progresse et donc la ligne racialiste vont négliger tout ce qui tourne autour de la sélection de groupe et ils vont avoir aussi un fond ésotérique qui, moi, me rappelle beaucoup, des idées issues d'Elena Blavatsky et qu'on retrouve chez des après, plus tard chez Timothy Leary ou des choses comme ça, qui vont être l'idée d'une progression des races. Ce qui, à mon sens, n'est pas du tout cohérent avec une approche scientifique de la race, qui est une adaptation à un environnement et pas une hiérarchisation spirituelle des races, évidemment. Oui, oui. Oui, Donc, tu m'étonnes. à mes yeux, aujourd'hui, on n'a pas encore de prémices d'une pensée de droite, qui fait la synthèse entre les progrès scientifiques et les traditions philosophiques et c'est en partie l'objectif de ma chaîne, qui est d'essayer de faire avancer ces idées-là, de faire avancer ces débats-là, de travailler vers une structuration de la droite que je pense être, plus, plus sérieuse. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on fonctionne beaucoup par le slogan. Même si, encore une fois, je mets Rage de côté parce que ce qu'ils font, je le trouve à part, en termes de qualité et en termes de pertinence. OK, très bien. Bah, écoutez, mon cher Raphaël Paillot, je vous remercie pour le temps que vous nous avez
que nous avez consacré. Merci à vous. C'était très intéressant, c'était très passionnant. Je pense que les auditeurs ont aimé. De toute façon, les auditeurs, ils nous diront ce qu'ils en pensent dans les commentaires directement. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Faites un tour sur la chaîne de Panache, et bien évidemment, le lien est dans la description tout en haut, comme d'habitude. Et mettez un pouce bleu pour nous soutenir. En tout cas, Raphaël, moi je vous dis rendez-vous à bientôt pour un Faf and Curious, hein, si vous êtes toujours d'attaque, bien évidemment. Et, Bah oui. et bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel entretien du Parti de la France. Prenez soin de vous!